Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nos invités sont toujours en place. Doudou Sidibé, Ahmedine Kane et Marc Mvé Bekale. Zoom à présent sur les conséquences du réchauffement climatique. Les Comoriens, dans le désarroi après le passage la semaine dernière du cyclone Kenneth, les dégâts sont considérables sur l'archipel. Le dernier bilan fait état de 5 pertes en vies humaines et 41 000 personnes affectées. Sur place, les associations de bénévoles sont en première ligne pour aider les sinistrés. Les précisions dans ce sujet préparé et commenté par Zahra Mohamed Moucho. Ici, des toitures arrachées et des arbres qui jonchent les routes. Et un peu plus loin, des installations électriques endommagées. Rares sont les villes de l'archipel à avoir été épargnées par le cyclone Kenneth, passé sur les Comores dans la nuit du 24 au 25 avril. Il a fait au moins 5 morts, 182 blessés et plus de 40 000 personnes sinistrées, principalement sur cette île de la Grande Comore. Ici, les bénévoles des associations tentent de mettre en place un plan d'aide d'urgence avec comme première cible les femmes enceintes et les enfants. Il y a eu l'association Moroni Nour qui m'a contacté pour venir entreprendre cette action avec un chèque de 1 000 € qu'ils m'ont envoyé, avec qui on a pu faire les achats à AGK. Ces associations, l'unique aide à laquelle les sinistrés ont accès. La population déplore le peu d'implication des autorités officielles. Le gouvernement qui a acté en Conseil des ministres une cotisation obligatoire de 10% sur les salaires des fonctionnaires. Et cette enveloppe d'urgence serait la contribution de tous les fonctionnaires de l'État et de tous les employés des entreprises d'État à hauteur de 10% de leur salaire qui sera mis à la disposition pour les urgences. Ponctionner les salaires des fonctionnaires. La décision a provoqué l'indignation des Comoriens des 3 îles. Levé de boucliers également de la diaspora pour qui, au lieu de précariser davantage ses salariés du public, l'État devrait revoir les hauts salaires du chef de l'État et de ses ministres. Comme entendu dans le sujet, le président Azali Assoumani a décidé de ponctionner les salaires. 10% seront prélevés pour aider les sinistrés. Êtes-vous d'accord avec la méthode, M. Kane? Bon, la méthode en elle-même, si elle était dite autrement, ça allait pouvoir se faire. Mais bon, effectivement, l'un des commentateurs a dit qu'il faudra diminuer son salaire parce qu'il a un salaire colossal. Et puis les Comores, c'est un pays très pauvre. Moins d'1 million d'habitants, c'est un archipel, mais c'est un pays excessivement pauvre. Moi, je crois qu'il devait faire usage, par exemple, à travers ses ambassades et autres, pour demander une aide d'urgence internationale, que ce soit à la Banque mondiale, voilà, à la Banque mondiale, le FMI et puis les pays donateurs, quoi. Mais je crois que la communication est très mauvaise au point de vue gouvernemental. Ponctionner les salaires des fonctionnaires parce qu'ils sont payés misérablement. Hein. Le salaire minimum là-bas avoisine à peu près peut-être 25 à 30 000 francs CFA. Donc ça, si on ponctionne par exemple que ce soit 10%, ça ne reste plus rien, quoi. Et puis les loyers sont très élevés, l'électricité aussi coûte cher. Je crois que la solution n'est pas réellement très bonne. D'accord, pour revenir à la communication, on a vu le président Azali Assoumani participer aux opérations de nettoyage de la ville de Moroni. Pour vous, c'est de la communication politique ou de la récupération? Il y a enfin, tout ce que font les hommes politiques dans ce genre de situation relève d'une certaine façon de la communication politique. Il faut d'abord se mettre en scène, etc., etc. Non, mais non, je pense, pour revenir à ce qui a été dit concernant la ponction des salaires, c'est que... Et ça concerne, je pense, nombre d'États africains, à savoir que je crois qu'on devrait, c'est les gouvernements qui devront commencer par montrer l'exemple, n'est-ce pas, en baissant drastiquement leur salaire, leur niveau de vie, etc., pour faire face à ce type de crise. Et ce, d'autant plus que ce sont
des phénomènes qui vont être récurrents, de plus en plus récurrents, en ce sens qu'on est face au dérèglement climatique à un pays qui est assez pauvre par des constructions anarchiques, explosion démographique, etc. Et encore que ce que vous disiez, à savoir faire, comment s'adresser à la communauté internationale, la communauté internationale commence à agir à partir de l'instant où il y a des milliers, de millions de victimes. Lorsqu'on parle de 5 morts, on se dit, bon, ben, c'est pas bien grave, ces gens-là, ils ont l'habitude de vivre dans ces conditions et par conséquent, ils vont reconstruire leur cabane et puis, bon, ça va repartir comme avant. Hein, donc, voilà, je pense que, et ça concerne aussi non seulement l'archipel des Comores, qui est très pauvre, comme vous l'avez signalé, mais beaucoup d'autres pays africains, à savoir que dans ce monde, cette terre qui devient de plus en plus instable avec le changement climatique, comment est-ce qu'on va pouvoir faire face à ce type de crise, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des bidonvilles partout dans les villes africaines. On l'a vu à Maputo. Et voilà, lorsqu'arrivent les cyclones, c'est comment tout est balayé, les populations se retrouvent à... Et justement, un cyclone, on ne peut pas s'en protéger, on ne peut pas l'empêcher de naître. Comment justement ces États devraient-ils se préparer face à ces catastrophes qui sont devenues récurrentes ces derniers temps? Ben, tout simplement, pour moi, peut-être créer un fonds d'urgence et puis mutualiser les forces entre pays africains. Se cotiser, créer une organisation en cas de catastrophe et que cette organisation-là puisse se charger de régler le problème. Mais comme ce sont des catastrophes naturelles, souvent c'est difficile, ça prend tout le monde de court. Oui, les catastrophes naturelles prennent tout le monde de court, c'est vrai. Mais par exemple, des pays comme Cuba préviennent à l'avance. Cuba, c'est un pays modèle. Parce qu'ils ont le moins de victimes possibles dans des catastrophes 10 fois plus importantes que ça. Même aux États-Unis, les Cubains sont maîtres. Hein. Ça veut dire qu'ils arrivent à planifier. Et puis, il faudra avoir une météorologie aussi normal, scientifique et puis bien rangé, quoi. Alors que les pays africains, sauf l'Afrique du Sud et les pays du Maghreb, tout le reste, la météorologie ne tient pas la route. Ils ne s'intéressent même pas à ça. Ça veut dire pour eux, cette science, ça ne les intéresse pas. Alors qu'avec le changement climatique, la météorologie devient une science fondamentale pour ces pays-là. Oui, donc je crois qu'il faudra qu'ils s'y mettent et puis amener des étudiants, par exemple à Cuba, pour apprendre comment gérer ces crises et puis essayer d'enseigner la population aussi comment prévenir justement. Voilà. Parce qu'on assiste, les populations construisent aussi un peu n'importe comment. Absolument. Ça fait partie des problèmes. Et pour revenir à l'aide dont a besoin ces pays, la communauté internationale s'organise. Mais comment faire pour que cette aide parvienne véritablement aux sinistrés? S'organiser à travers la société civile, à travers ce qui existe dans le pays. Mais le plus important aussi, c'est que l'on s'organise, qu'on ait des informations à l'extérieur, que ça soit, je dirais, les associations classiques, les organismes classiques, Médecins sans frontières, etc., mais aussi, je crois que ce qui nous manque, nous, diaspora, lorsqu'on est face à ces crises-là, c'est l'information et c'est toutes les démarches possibles pour pouvoir aider. Et je le disais aussi, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas énormément de victimes, ma foi, il n'y a pas toujours de réponse. Et puis surtout si ça concerne l'Afrique. Oui. Surtout si ça concerne l'Afrique, les gens sont désintéressés. Comme vous l'avez dit, c'est réellement ça. Et puis M. Sidibé a dit quelque chose, il faudra que l'Union africaine joue un rôle fondamental. Oui. Il faudra que l'Union africaine joue pleinement son rôle. Parce que l'Union africaine est absente dans beaucoup de domaines. Beaucoup de domaines. Et puis ça, c'est vraiment regrettable, alors que ça devait être un organisme d'orientation et puis d'organisation et de méthode. Et puis l'Afrique subit quelque part, parce que c'est les conséquences du réchauffement climatique. Les plus polluants, c'est les pays étrangers. Effectivement, l'Afrique pollue moins, mais paye plus. Paye plus, ouais. Voilà. Et je pense que c'est injuste. Il faut une compensation financière. Qu'est-ce que nos États peuvent faire pour faire changer cette donne? Parce que ce n'est juste pas normal de subir alors qu'on n'est pas vraiment fautif. Mais également, je pense qu'il faut sensibiliser les pays qui polluent le plus, la Chine, les pays européens, de pouvoir créer un fonds
un fonds dédié à l'Afrique pour réparer de tels dégâts. Moi, je pense que c'est la seule solution pour équilibrer plus ou moins les choses, parce qu'on n'a pas d'industrie. En plus, nous recevons aussi toute la poubelle de l'Europe, les voitures et tout, et ça pollue davantage. Voilà. C'est toujours comme dans les relations internationales, c'est une question de rapport de force. Voilà. Absolument. Rapport de force, mais on peut contrebalancer ce rapport de force lorsqu'on prend en compte le fait que la forêt du bassin du Congo constitue avec l'Amazonie le poumon de notre terre. Et à partir de là, on peut vraiment avoir une conversation, un dialogue avec les pays occidentaux, de sorte que, ils comprennent qu'on détient une des réponses justement à la survie de notre humanité. Pourquoi nos États ne font-ils pas ça? Mais parce qu'il n'y a pas d'abord de solidarité, d'organisation stratégique. Chacun joue dans sa petite cour avec ses relations personnelles. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que beaucoup, j'ai parlé tout à l'heure des pays du bassin du Congo, où il n'existe pas de démocratie. Vous voyez, tout est lié. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que ces pays-là veulent entretenir, les dirigeants veulent se maintenir au pouvoir et par conséquent mènent des politiques qui ne vont pas dans l'intérêt de l'ensemble de la... Oui, c'est un rapport de force et puis je crois que l'Union africaine, comme je l'ai dit tantôt, doit jouer ce rôle. Et puis la concertation doit être justement de mise. Les grands pays africains, que ce soit l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie, l'Égypte, l'Angola, l'Algérie, le Maroc et puis d'autres pays africains doivent se concerter et puis prendre un plan, faire un plan pour dire que les autres pays africains doivent marcher sur cette ligne. Ça, c'est pour l'intérêt de l'Afrique parce que, voyez-vous, vous avez parlé des deux poumons. Ça veut dire que ce soit l'Amazonie et puis le bassin du Congo. Là. Ça veut dire les deux Congos, le Gabon et le Cameroun et tout ça. Et puis toute l'Afrique centrale et puis une partie de l'Afrique occidentale, de la Côte d'Ivoire jusqu'à... Est-ce que quelque part ces pays qui se disent qu'ils ne sont pas sensibles à ces phénomènes, ce n'est pas une raison pour qu'ils se taisent? Non, mais je ne crois pas. Je crois qu'ils cherchent leurs petits intérêts mesquins. C'est des petits intérêts mesquins qu'ils cherchent alors que c'est au détriment de tout le continent. Parce que je crois que si le continent le voulait, ils peuvent faire un rapport de force, un balancier, et puis au détriment de l'Occident. Ce que je peux juste ajouter, si je peux me permettre, c'est que si on ajoute dans la balance la question migratoire, la question écologique, celle du développement, je crois qu'on a des arguments, n'est-ce pas, pour dialoguer, pour, n'est-ce pas, avoir un autre type de conversation avec ceux qui détiennent les cordons de la bourse. Donc voilà, je crois qu'on a des arguments, Malheureusement, ce qui pêche, c'est que chacun a créé une cour personnelle dans laquelle il joue sans tenir compte des intérêts collectifs. Non, ce que je voulais dire par rapport à ce que M. Kane a dit, c'est vrai, l'Union africaine doit prendre ses responsabilités. Mais d'abord, essayer d'être indépendante financièrement, parce qu'une partie du financement de l'Union africaine vient de l'Europe. Le siège a été construit par les Chinois. Mais dans ces conditions, comment vous pouvez être indépendante et aussi avoir une voix qui porte, une voix audible sur la scène internationale? Ce n'est pas possible. Voilà. Bon, je crois qu'il y a des mesures qui sont prises maintenant par le Rwanda. Voilà. Justement, 2% des importations africaine, chaque pays, 2% de ses importations. Une mesure qui n'est pas encore effective. Oui, qui n'est pas effective, mais ça, c'est déjà un bon train parce qu'effectivement, on ne peut pas être indépendant si on est financé à plus de 70% par l'Union européenne. Plus de 70%. On est obligé de subir ce qu'on nous dicte. Bien sûr, mais c'est eux qui dictent la loi. C'est eux qui dictent la loi. Donc ça, on ne peut pas l'accepter. Et puis que les Africains, je crois que l'heure est venue pour faire le bilan et puis dire que maintenant, les Africains doivent se prendre en charge. Et la jeunesse africaine qui commence maintenant à reprendre les rênes du pouvoir, je crois qu'elle se dirige réellement vers ça. Parce qu'on ne peut pas, depuis 1960, les indépendances africaines, jusqu'à présent, on ne fait que subir. Et puis le continent est réellement matraqué de partout, que ce soit pour le développement, pour l'environnement, pour les infrastructures, pour la santé. Partout, on indexe l'Afrique. Et ça, c'est intenable. Et à chaque fois qu'il y a un problème, on sollicite l'aide extérieure. L'aide extérieure.
Oui, monsieur Bekay. Oui, non, mais c'est vrai qu'il serait aujourd'hui temps de qu'il y ait une rupture par rapport à ces pratiques-là. Et j'aurais un petit désaccord lorsqu'on parle de l'Afrique dans sa globalité. Il faut savoir que vraiment, il y a des États qui essayent de se démarquer, et c'est pour ça que moi j'ai tendance à faire la différence entre l'Afrique de l'Ouest, où quand même, je veux dire, que ça soit sur le plan des libertés démocratiques, etc. Et puis il y a une dynamique économique. Je crois qu'une dynamique économique, mais je crois que on a tendance également à dire qu'on peut séparer les deux en prenant l'exemple de la Chine. D'ailleurs, en parlant de ce pays qui aujourd'hui est dans le grand projet de recréer la route de la soie, sachant que derrière cette fameuse route-là, pour qu'elle se développe, qu'elle ait des véritables retombées, il faut la stabilisation de l'Afrique. Et ce que je pense d'ailleurs, c'est quoi? C'est que c'est un pays qu'on doit de plus en plus solliciter sur ces... Je veux dire, pas pour aller faire de la mendicité, pour montrer les intérêts stratégiques qui vont ensemble. Et dire qu'on ne peut pas parler d'une Afrique où l'on ne doit pas se mêler effectivement des affaires intérieures, tout en se disant, très bien, on va aller développer l'économie, on va aller faire des affaires, mais des affaires dans un environnement chaotique. Ça ne va pas marcher et ça ne peut pas marcher. Et ce sera le mot de la fin. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Doudou Sidibé, je rappelle que vous êtes le président du Parti Rassemblement Populaire pour le Développement, RPD, DEFCO. Amedine Kane, vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. Et Marc Mvé Bekal, maître de conférence à l'Institut universitaire technologique de Troyes. Merci à vous, chers messieurs. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24, l'information continue. Merci, madame. Merci. Merci.